a appris avec vous, professeur Chili, ce matin, de comment faire une présentation. Et maintenant, vous allez nous captiver avec l'une de vos belles présentations sur les aérateurs transtympaniques. Allô, j'espère, si vous n'êtes pas captivé, je vais reprendre l'atelier de ce matin. Voilà, donc je voudrais remercier d'abord et louer le dynamisme du professeur Hida et toute l'équipe pour ces journées magnifiques qui sont devenues maintenant, malheureusement et heureusement pour la pédiatrie marocaine, un séjour incontournable dans la belle ville de Fès. Bon, on m'a demandé de traiter les aérateurs transtympaniques. J'étais très content que mon ami Sybille Lamine ait évoqué l'aérateur transtympanique. Il a dit aérateur transtympanique. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Malheureusement, on est en train de drain transtympanique. C'est une erreur monumentale et je voudrais insister là-dessus pour partir, si vous voulez bien, me donner à ma présentation. Voilà, l'aérateur tout savoir et l'agenda qui se profile est le suivant. D'abord, comprendre ce que c'est que l'oreille moyenne, comment elle fonctionne. Sybille Lamine a parlé de dysperméabilité tubaire. C'est un peu plus compliqué que ça. Les prérequis, donc, savoir exactement quelle est la base du raisonnement. Comment mettre les aérateurs en place? C'est un geste stéréotypé qu'aujourd'hui un résident de première année d'ORL fait. Donc c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'il devient? Comment raisonner? Et enfin, quelle est la place du pédiatre dans le discours? Et c'est surtout ça qui est important. J'ai des patients qui viennent me voir après avoir vu des ORL de renom en disant « La Amélie Menchhetch ». Voilà, très souvent on entend ça et je vais en parler, on va voir pourquoi. Gestion des dispositifs par le pédiatre et enfin, le même canevas doit être universel entre le médecin généraliste, l'ORL, le pédiatre et tous les acteurs de la pathologie séreuse et chronique de l'oreille moyenne. Alors, d'abord les prérequis. Comprendre, premier prérequis, c'est très important qu'il y ait une couche fondamentale au niveau de la membrane tympanique. Cette couche est la couche fibreuse. La couche fibreuse est la couche intermédiaire. Rappelez-vous que vous avez trois couches. L'externe, la plus externe qui vous regarde, c'est la couche épidermique. C'est pour ça que le tympan est nacré. Ensuite, la couche interne, c'est la couche muqueuse qui répond à l'oreille moyenne. Et entre les deux, vous avez cette couche qui est fondamentale parce que cette couche, voyez-vous, elle permet toute l'élasticité de la membrane tympanique. Elle permet aussi de toute l'acoustique parce que c'est la membrane vibrante et aussi elle est résistante. En fait, quand vous êtes en train de placer un aérateur transtympanique, votre aide opératoire qui est en train de vous donner en même temps les instruments et qui ne voit pas ce que vous faites parce qu'elle donne dos à la colonne d'endoscopie, elle entend le bruit d'ouverture de la fibreuse, tellement cette fibreuse est dure et résistante. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est fondamental cette couche. Et cette couche est particulière puisqu'au niveau de ce qu'on appelle le mésotympan, c'est-à-dire la membrane tympanique proprement dite, elle existe, elle est là, vous avez trois couches. Par contre, à l'exception de cette zone qu'on appelle, vous vous rappelez, c'est la fameuse membrane de Schrapnel, où vous n'avez à l'épitympan, c'est-à-dire la partie supérieure de la membrane tympanique, vous n'avez que deux couches. Vous n'avez pas cette couche fibreuse. Et si vous n'avez pas cette couche fibreuse, c'est clair que cette zone est une zone vulnérable pour toutes les pathologies agressives de l'oreille moyenne. J'entends par là les poches de rétraction, puis ensuite les cholestéatomes. L'épitympan est dénué de couches fibreuses. Vous le voyez, cet épitympan, il est là. Et toute la pathologie agressive va être à ce niveau. C'est-à-dire qu'il est de votre rôle, au moment de l'examen d'un tympan, de bien orienter votre otoscope. Vous savez qu'aujourd'hui, les otoscopes ont évolué de qualité. Vous avez des otoscopes avec écran numérique et vous pouvez voir réellement sur un écran ce que vous voyez. Et donc, vous pouvez orienter votre otoscope sur la partie supérieure pour voir cette zone, pour voir si effectivement cette membrane de Schrapnel est bien, est-ce qu'elle est rétractée, est-ce qu'elle ne l'est pas, etc. Voilà, donc cette zone est limitée par deux ligaments fondamentaux, un ligament postérieur qu'on appelle le ligament tympano-malléaire postérieur et un ligament antérieur que l'on appelle le ligament tympano-malléaire antérieur. Pourquoi? Pourquoi c'est important? C'est important parce que l'un des premiers signes de rétraction, ça va être
le moulage de ce ligament-là, qui cliniquement, il n'y aura peut-être encore rien, mais à l'autoscopie, ben vous verrez que déjà, hein, rappelez-vous, c'est comme la petite scissure hein, qui va ascensionner dans les petits processus rétractiles du poumon, ben c'est exactement la même chose. Vous allez avoir, et je vais vous montrer des aspects, le ligament qui va être moulé par la membrane tympanique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Deuxième prérequis, c'est ce prérequis-là, s'il vous plaît, puisque la membrane tympanique est une membrane vibrante et elle va transmettre le mouvement, l'onde sonore, par le biais de la chaîne ossiculaire à l'oreille interne, pour transformer l'énergie sonore en une énergie électrique. Bon, ça, je ne vais pas faire le détail, mais ce qui est très important à comprendre, c'est que cette membrane tympanique, elle ne peut vibrer que si vous avez de l'air derrière la membrane tympanique. Et ça, c'est fondamental. Et les parents, ils trouvent ça bizarre quand vous leur dites qu'il y a du liquide derrière le tympan et que l'enfant a 30 décibels de perte, c'est 30% de baisse de l'audition, c'est physiologique. Là, vous le dites, il se met. Vous trouvez ça un peu bizarre, mais de toute façon, en fait, c'est comme c'est une pathologie bilatérale, il n'y a pas d'oreille de référence, et donc l'enfant ne faisant pas la différence, il monte un tout petit peu le volume de la télé, ou il fait répéter de temps en temps, ça ne gêne pas beaucoup les parents, c'est pour ça qu'ils vous disent que l'enfant entend. Le deuxième prérequis continue, puisque regardez, c'est très très important qu'il y ait un jeu de pression qui va s'opérer de part et d'autre de la membrane tympanique, et dès que la pression diminue dans l'oreille moyenne, vous avez la pression négative qui se met en place, et cette pression négative, rappelez-vous, c'est une pression d'aspirateur. C'est comme ça que les aspirateurs fonctionnent dans les électroménagers. C'est très simple. On va actionner électriquement, créer une dépression au niveau du sac de l'aspirateur, et l'aspirateur va se mettre à aspirer les détritus des tapis et autres. Il se passe exactement la même chose dans l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est en dépression quand la trompe de Stache ne marche pas, et vous allez avoir petit à petit une petite zone de rétraction tympanique. Et cette zone de rétraction tympanique, elle va électivement se faire en haut de membrane tympanique. Et c'est très important de comprendre que c'est là que vous allez la chercher. Le troisième prérequis, c'est celui-ci. C'est quand vous avez du liquide derrière le tympan, souvent on entend dire « Oh, il y a du liquide, c'est pas grave, l'ouden marouha, l'oul tarouah, etc. » Je pense qu'il faut avoir une analyse un peu plus profonde et savoir que derrière ce liquide-là, derrière ce tympan, il y a des enzymes protéolytiques et ces enzymes vont s'attaquer à la couche fibreuse au fil du temps de la membrane tympanique. Ce qui fait que finalement, la membrane tympanique, au début qui est bien, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans après, cette membrane tympanique va devenir comme du papier cellophane. C'est exactement ce que je dis aux parents. Et quand elle devient comme du papier cellophane, elle peut revenir? Non, elle ne reviendra jamais. C'est une lésion histologique et anatomique définitive de l'oreille moyenne. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'il ne faut pas laisser du liquide derrière le tympan de façon chronique. Alors, destruction de la couche fibreuse, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une atrophie tympanique, qui est une pathologie du tympan. Vous voyez ici le niveau du tympan, et vous voyez le tympan en arrière qui est rétracté. D'ailleurs, comment vous le voyez? Vous le voyez parce que la branche descendante de l'enclume est presque visible, aussi visible que le manche du marteau, alors que normalement, la branche descendante de l'enclume doit être à peine devinée, n'est-ce pas? Bien, voilà cette poche de rétraction. Et donc là, déjà, dès que vous avez ça, vous présagez pas beaucoup de bonnes choses sur l'évolution de l'oreille moyenne chez cet enfant. Et moi, je suis stupéfait en voyant des enfants de 7-8 ans, peut-être pas avec des cholestéatomes, mais déjà avec des poches de rétraction extrêmement moulantes qui ont lisé la chaîne des osselets et qui, bien sûr, posent un problème d'handicap auditif avancé. Bien, alors, est-ce qu'elle est réversible? Je vous l'ai dit, certainement pas. C'est une pathologie qui est définitive et puis on se pose la question de savoir si elle est évolutive. Parce que si c'était une fin en soi, le tympan s'atrophie et on s'arrête là, c'est pas bien grave. On voit beaucoup de patients à 60 ans, 50 ans, avec une zone qui est atrophiée.
On comprend qu'il y a eu un passé otitique dans l'enfance, mais ça s'est arrêté là par chance. Mais c'est imprévisible. Ensuite, on peut voir que le tympan, malheureusement, au fil du temps, va aller de proche en proche se placer sur la chaîne des osselets. Regardez ce que c'est qu'une otite séreuse. Voilà comment elle évolue vers la rétraction. Et puis malheureusement, au fil du temps, comme l'a dit Sibyl Lamine, on va avoir un cholestéatome qui se met en place au fil du temps. Apprenez que tous les cholestéatomes que l'on opère à l'âge adulte, c'est toujours des enfants qui ont échappé au filtre, bien sûr, du diagnostic de la pathologie dans leur première ou deuxième enfance. Et ça, bien sûr, c'est une question de temps. Je ne peux pas vous dire que toutes les otites séreuses vont évoluer vers un collet, mais on ne sait pas combien il y en a. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que quand il y a une otite séreuse, c'est une pathologie pressionnelle de l'oreille moyenne qui a une propension à développer un cholestéatome. Donc la surveillance est une surveillance armée. Voilà par exemple ce qui se passe. Regardez ici. Tout le monde va dire, ça c'est une otite moyenne aiguë. Il n'y a pas d'otite moyenne aiguë sans fièvre. Il n'y a pas de otite moyenne aiguë sans signes généraux. Ça, on peut appeler ça, on a fait plusieurs ateliers à Jadida ou autres, ça on peut appeler ça pour le moment, si c'est dénué de pathologie de signes généraux, on appelle ça tout simplement un épanchement rétrotympanique, jusqu'à ce qu'on puisse y voir plus clair. D'accord? C'est important. Même chose de ce côté-là. Voilà, maintenant la même chose, regardez. Et avec la CPP, lors de mes premières présentations, j'avais un petit jeu de mots, j'avais dit otite séreuse, et avec un jeu d'animation, le R et le E s'éloignaient, et le I venait en se placer entre les deux pour faire en fait une otite sérieuse. C'est vraiment une otite à ne pas négliger. Regardez ce tympan, il a perdu toute sa rigidité. Il est trop transparent. Et on voit bien ici, regardez, qu'il y a des plaques calcaires qui témoignent effectivement d'un passé otitique avancé. C'est-à-dire que la première otite, deuxième otite, troisième otite, épanchement, etc. Et à chaque fois, antibiotiques, peut-être corticoïdes, on va en parler, antibiotiques, ouais, l'enfant va bien. Mais en fait, c'est une otite séromuqueuse suppurée à chaque fois que vous voyez, et non pas une otite séromuqueuse. Le diagnostic n'est pas fait, donc attention, attention, attention. Le tympan, quand il est trop transparent, il est même atrophique, il peut se rétracter. Et s'il se rétracte, ça c'est la même chose. Regardez ici, il ascensionne, on tire sur le marteau, il pointe sur le promontoire et on voit parfaitement la chaîne ossiculaire qui ici est moulée. Alors, comment on fait? C'est très simple, on donne un traitement et on demande au patient de faire des manœuvres de Valsalva répétées, pressionnelles, progressives, de façon à décoller le tympan de la chaîne ossiculaire. Si vous ne faites pas ça, au fil du temps, il faudra venir le décoller chirurgicalement, malheureusement. D'accord? Le ligament est moulé, regardez le ligament dont je vous parlais tout à l'heure, le voilà, regardez comme il est moulé, on le voit bien, alors que normalement, dans le cadre tympanique, vous ne le voyez pas du tout. Bien. La chaîne ossiculaire est moulée, donc vous posez le diagnostic d'une pathologie inflammatoire rétractile. Alors quand on a ça, on n'inquiète pas les parents, parce que les parents, ils vont faire le tour des ORL et des pédiatres en attendant d'être assurés. Non, non, écoutez, ne vous inquiétez pas, je crois que... Non, il faut que tout le monde tire l'alarme en disant, ça, c'est une oreille à surveiller. Point. On ne dit pas qu'il y a une pathologie, etc. Il faut vérifier cette oreille une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, mais au moins la vérifier pour pouvoir réagir à bon escient. 4e prérequis, c'est ça. Regardez. Quand vous avez une otite sous tension, l'otite est pleine, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il un problème d'évacuation? Oui, elle ne s'évacue pas par la trompe d'Eustache. Donc, je vais la faire évacuer. Voilà la parasynthèse. On parle ici de drainage. On est d'accord. C'est-à-dire évacuer vers l'extérieur. Voilà ce que ça veut dire un drainage en français. Est-ce que dans l'aérateur, quand vous placez l'aérateur, docteur, قلت لي راه ولدي عنده ولا بنتي عندها الماء ولكن ملي ركبتي العقيقه راه ما خرج لا ماء لا والو. Vous avez vu? Donc en fait, ils s'attendent à ce qu'effectivement il y ait une évacuation. Il n'y a pas d'évacuation. Parce que tout simplement, je vais vous le montrer, non seulement le liquide est gluant et épais et il ne se laissera certainement pas sortir par le petit trou microscopique que l'on fait par l'aérateur, et puis avec la pression positive qui vient,
heureusement, le liquide passe à l'intérieur par la trompe d'Eustache et est un élément fondamental pour reperméabiliser et forcer sur cette trompe d'Eustache. Voilà, donc là, il y a du liquide, c'est un épanchement rétrotympanique qui est chronique, la trompe d'Eustache fait défaut parce qu'elle n'aère pas suffisamment. Je dis souvent aux étudiants, quand j'étais à la fac, que la trompe d'Eustache, il faut la considérer comme une autoroute à double sens. Dans un sens, c'est pour aller sur Rabat ou Fès, et dans ce sens, c'est revenir sur Casa. C'est très simple. Dans un sens, elle va monter l'aération de l'oreille pour permettre au tympan d'être vibrant, et dans l'autre sens, elle descend les sécrétions, parce que les mucosités de l'oreille moyenne sont là. C'est une muqueuse de type respiratoire. C'est un épithélium pseudostratifié cilié avec cellules à mucus. Donc il y a du mucus, mais ce mucus ne reste pas dans l'oreille. C'est pour ça que l'orientation de la trompe permet à ce que cette trompe vous donne des fois des pentes et surtout la survenue de ces liquides-là tranquillement dans le pharynx. Voilà la parasynthèse, elle est simple. Il y a un problème d'évacuation. Regardez le liquide. Je vais aller un peu plus vite. Regardez un peu le liquide. Quand on aspire, ma foi, regardez, vous comprendrez que ça n'a pas la place d'antibiothérapie. D'ailleurs, il n'y en a pas. D'accord? La corticothérapie, et encore, on peut en parler. Mais ça, quand vous voyez cette image de ce liquide-là, mais jamais cette morve ne sera démontée et démolie par le traitement médical. D'accord? Donc si elle est bloquée, ben j'aère. Et je ne draine pas. Voilà. Donc, oubliez ce terme. Je suis content, il y a beaucoup plus de jeunes. Dans tous les congrès, il y a plus de jeunes que d'anciens. Les anciens, ils avaient cette fâcheuse habitude de dire, mais même maintenant, quand vous envoyez une prise en charge, la secrétaire, elle met drain transtympanique. Elle se fait un peu remonter les bretelles, parce que drain transtympanique, ben, ça vous met en porte-à-faux par rapport à la genèse même de cette pathologie. On parle d'aérateur. La mise en place est très très simple. Vous faites une ouverture, vous la placez, et rappelez-vous que vous avez tout de suite, quand vous êtes expérimenté, quand vous avez une certaine expertise, vous savez tout de suite quel est l'épanchement récent de l'épanchement ancien. Ça, c'est un épanchement récent. C'est du liquide. Ça, c'est de l'épanchement récent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va tout simplement aérer le nez. Vous ne fatiguez pas. Donnez pas de gouttes. Il n'y a pas de gouttes qui passent à travers un tympan normal. On voit même en ORL encore des otites séreuses avec du polydexan. Enfin, où est le bon sens dans cette histoire? Il n'y a pas de liquide, de gouttes qui passent au travers d'un tympan normal. Quand je dis normal, je dis intact. Sauf les gouttes qui ont un peu d'anesthésique au contact, la lidocaïne qui peut un peu, si vous voulez, aménager la douleur. Deuxième chose, c'est plus épais, c'est plus ancien, il faut traiter l'inflammation de l'oreille moyenne, on est d'accord. D'accord? Mais là, quand vous voyez une image comme ça, il n'y a pas de place au traitement médical, ma foi. Ici, le liquide est jaunâtre, il est plein de pigments d'hémosidérine, le tympan est rétracté, regardez comment est le manche du marteau, il est vraiment aspiré en dedans, ben là vous commencez à perdre la partie. Alors allez, donnez un traitement médical, vous espérez quoi? Je pense que là c'est tout de suite, il faut aérer l'oreille moyenne. Bien, les aérateurs, il y en a de deux ordres. Soit vous avez un aérateur que vous allez mettre pour la première fois chez quelqu'un qui est indemne de pathologie de l'oreille moyenne, soit parce qu'il fait des otites à répétition, soit parce qu'il fait une otite séromuqueuse, et c'est le fameux drain qu'on appelle encore, vous vous rendez compte, ceux qui l'ont fabriqués, c'est des Américains, c'est Shepard, et bien on appelle ça des drains de Shepard parce qu'ils ont été fabriqués dans les années 50. D'accord? Voilà, Shepard Grommet, et ce drain de Shepard, il se met, voilà ce que ça donne. Très simplement, voilà comment on voit. Donc, quand le pédiatre voit cela, il doit savoir que l'aérateur est placé dans le cadran antérieur, inférieur ou supérieur, mais plus en inférieur, et que le tympan est transparent, vous avez vu, et que l'aérateur est perméable. Quand il a ça, ça veut dire que tous les voyants sont ouverts, c'est parfait. Longue durée maintenant, quand ça se corse, quand le patient a une fente labiopalatine ou une dysmorphose ou un dysfonctionnement, une dyskinésie ciliaire, comme vous avez vu hier avec le professeur Bosféa, il est évident que cette pathologie n'est pas réversible.
quand il y a un problème de muscles staphyliens qui sont immatures et qu'une orientation de la trompe à cause de la dysmorphose, on sait que c'est un boulet qui va traîner longtemps. Donc, c'est même pas la peine de mettre un aérateur transtympanique classique. Vous allez mettre un aérateur transtympanique de longue durée qu'on appelle le T-tube. Voilà, le T-tube, il est là. Ça, c'est nickel. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'extrusion. D'accord? Alors que l'autre peut sortir entre 3 mois et 8 ans. Et 1 an. 2 types d'aérateurs, les voilà, en fonction de la qualité du tympan, bien sûr. Ça, je crois que je ne vais pas vous faire l'affront de vous remontrer encore l'aérateur. L'aérateur, il est simple. Voilà comment on fait. Voilà. On aspire le contenu en restant à distance de la membrane tympanique. Attention, hein, la force d'aspiration peut traumatiser l'oreille interne et vous pouvez avoir des labyrinthisations rapides. Hein. Donc là, il faut vraiment être à distance, aspirer à la surface du tympan, jamais rentrer à travers, et puis vous placez votre aérateur et c'est terminé. Ensuite, voilà. Même chose, je crois qu'on va passer 2 mois après l'aérateur, vous posez la question. Ici, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a un tout petit peu de liquide en bas, alors que l'aérateur est terminé, il a été expulsé vers le dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question, est-ce qu'on surveille, est-ce qu'on replace un autre aérateur, etc. Méfiez-vous, on a un instrument, un outil qui nous permet de savoir vraiment où on en est. L'outil est là, c'est l'impédancemétrie qui nous permet de mesurer la pression derrière l'oreille moyenne. Et quand la pression est très négative, normalement elle doit être entre moins 10 et plus 10, et bien cette pression, quand elle est très négative, il faut se méfier. Le devenir de l'aérateur, l'expulsion spontanée entre 4 mois et 2 ans, il n'y a pas de baignade, bien sûr, sous l'eau, la tête sous l'eau, pas de hammam. D'accord, j'ai bientôt fini. L'aérateur, même malheureusement, il peut y avoir des petites surinfections. Il peut s'obstruer. C'est pour ça que ce n'est pas toujours simple de mettre un aérateur. Si vous faites saigner dans le conduit au moment de la mise en place, eh ben, le sang va passer à travers et il va sécher, il va coaguler et vous allez perdre le bénéfice. Alors, le suivi est trimestriel. Vous ne pouvez pas mettre un aérateur. Ça ne veut rien dire ça. Parce que la dysfonction tubaire est toujours là. Donc il faut toujours revenir et surveiller. L'expulsion avant 3 mois, il faut le replacer, il faut informer les parents. Moi, je mets en place. J'étais le premier à me lever en séance tenante et dire, écoutez, on le place parce que c'est une fenêtre à l'aération de l'oreille moyenne. Si l'aérateur est encore là, c'est que l'oreille a encore besoin de son aération. Maintenant que les patients fassent pression parce qu'il ne peut pas se baigner, parce que c'est l'été, parce que ça c'est une autre histoire, je crois que c'est autre chose. Voilà. Alors, il peut y avoir des autorés sur aérateur, ça se voit, hein, il ne faut pas inquiéter les parents. Dites-leur que c'est tout simplement une surinfection. Quand on s'enrhumait, le liquide restait derrière le tympan, ben maintenant, il y a une ouverture, donc le liquide va sortir à l'extérieur, un traitement médical, local. Les perforations sont exceptionnelles, il y a des fermetures spontanées. Et puis en fait, dès que l'expulsion se fait, ben vous allez surveiller, soit le tympan est clair, c'est parfait, on a gagné, soit le tympan a encore reformé du liquide, et on se dit, attendez, c'est comme une voiture, votre batterie, il fait très froid, elle est plat, elle ne veut pas démarrer, vous donnez un petit coup de démarrage, vous faites pousser, la voiture démarre, vous rechargez votre batterie, et après les choses en roulant, elles s'arrangent. Même chose, vous donnez un premier traitement antibiotique et surtout anti-inflammatoire, si vous concevez que c'est une reprise de la pathologie, et vous voyez ce que ça donne. Soit ça décante et le liquide disparaît, soit non, ben vous replacez un aérateur jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Il faut prévenir les parents. Regardez ici, aérateur dans le conduit, et il y a déjà non seulement un liquide, mais un cratère au niveau de la membrane de Schrapnel. Ça veut dire que la pathologie rétractile est bel et bien engagée ici. D'accord? Le pédiatre, alors dispositif, attention, voilà ce qu'il faut voir, hein, en place et perméable. Le suivi peut être assuré par tout le monde. À 3 mois, il faut faire quand même une audiométrie. La récurrence, c'est 40%, deuxième aérateur, même schéma, et la même chose, stop. Mais professeur, jusqu'à quand on va continuer à mettre l'aérateur? On placera des aérateurs tant que la trompe de stage n'est pas autonome. D'accord? C'est très important, il y en a qui ont passé 6 fois, il y en a 10 fois, il y en a 8 fois. Moi, je n'ai jamais eu plus de 3 fois.
Parce que très souvent, il faut leur dire, attention, regardez, ce terme, la mêlée menchhatch, il faut complètement le bannir. Vous faites ce qu'il faut, mais celui qui aujourd'hui trouvera le moyen de faire fonctionner la trompe de Stache, je suis sûr qu'il aura un prix Nobel. Ce n'est pas encore d'actualité. Dans toutes les pathologies d'oreille moyenne, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, dire que l'otite séreuse est une forme chronique, ce n'est pas un simple rhume de l'oreille. On entend dire c'est pas vrai, c'est archi faux. C'est le détonateur, oui, mais c'est la maladie muqueuse. C'est une muqueuse qui va commencer à proliférer en sécrétant du mucus de mauvaise qualité qui va malheureusement rentrer dans une chronicité. Donc c'est pour ça qu'on aère, à défaut d'avoir une fonction. Ce n'est pas le simple rhume de l'oreille, c'est fini. Et l'aérateur est là, attention à la dysfonction. L'impact sur l'audition, la scolarité et la structure du tympan, vous le savez, ça peut engager un cholestéatome de l'oreille. Et je finirai en étant sur ce vœu pieux, c'est qu'aujourd'hui, qu'on voit beaucoup moins d'otite séreuse et surtout beaucoup moins de poches de rétraction et encore beaucoup moins de cholestéatome, parce que je pense que dans le dépistage, il faut avoir une lecture extrêmement précise et bien organisée de la lecture du tympan. Merci pour votre attention. Merci, professeur Chilly. Je vous remercie pour votre intervention qui était vraiment claire, didactique et riche en iconographie, d'ailleurs au même titre que celle du professeur Blamine, donc très pratique. Donc je passe directement la parole à la salle s'il y a des questions. Tu veux répondre, non, tu veux? D'accord, je suis là pour répondre aux questions. Vous voyez, quand elle est captivante, tout est clair, il n'y a pas de question. N'est-ce pas? Ah, vous n'avez pas été captivé apparemment. Si? Non. Il va poser une question. Je rigole. Tfadal. Oui, merci. Quand on est devant une otite séromuqueuse, combien faut-il donner du temps pour le traitement médical et pour l'ablation des végétations pour passer à l'aérateur? C'est une très bonne question. L'aérateur transtympanique ne peut être mis que si vous êtes dans le diagnostic de l'otite séreuse. Le diagnostic de l'otite séreuse est un diagnostic chronologique. Il faut qu'il y ait un épanchement rétrotympanique qui dure plus de 6 semaines. Si vous n'avez pas ça, c'est pas bon. Après, bien sûr, si vous avez un malade avec un aspect tympanique qui montre qu'il y a une chronicité, ben vous n'avez pas donné de traitement médical, vous passez directement à l'aérateur transtympanique. Moi, le mot-clé, et là, je n'y ai pas attiré l'attention suffisamment, je crois que c'est important de comprendre qu'à chaque fois que vous avez une otite moyenne aiguë, à chaque fois, vous devez revoir le malade à J10 à J21. Et il faut s'assurer que le tympan est redevenu normal et clair et transparent. Parce que la plupart du temps, le médecin de garde dans une clinique voit le tympan qui est rouge, qui est congestif, qui est même avec une collection, il donne un traitement médical, ça échappe au contrôle du pédiatre traitant, et très souvent, on ne consulte pas parce qu'il n'y a aucun symptôme. Et en fait, c'est une otite séreuse qui est en train de se mettre en place. Donc, chaque otite moyenne aiguë est justiciable d'un contrôle otoscopique. Normalement, c'est J48, 48 heures, à J2, à J10 et à J21. Donc, comme on sait que c'est compliqué, au moins faites-le à J21 pour vérifier qu'il n'y a plus de liquide derrière le tympan. Bonjour. Quand l'autorée chronique, quand il y a une autorée qui dure, après pause d'aérateur, vous traitez quand même par offloset à chaque fois? Pourquoi offloset? Qui dure pendant plusieurs... Pourquoi offloset? Pardon. Parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Non, en fait, non. En fait, ce qu'on traite, c'est très important de savoir quand il faut déposer l'aérateur. C'est ça la question. J'en ai jamais eu à faire depuis maintenant 30 ans d'exercice et beaucoup plus d'autologie que le reste de la pathologie. Il faut savoir faire des prélèvements, protéger et donner une antibiothérapie par voie générale. Il n'y a pas uniquement de l'antibiothérapie locale. Le deuxième volet fondamental, c'est qu'il faut, je l'ai dit ce matin dans la présentation, qui était un atelier sur la présentation, il faut pouvoir aspirer le liquide qui vient. Parce que vous êtes à contre-courant. Vous ne pouvez pas mettre des gouttes sur une oreille qui coule. C'est impossible. Pour être sage, vous êtes à contre-courant.
Il y a une pression et un flux qui arrive de l'intérieur vers l'extérieur, et vous voulez mettre des gouttes de l'extérieur vers l'intérieur, ça ne passera pas. Donc c'est pour ça que soit l'ORL fait des aspirations régulières, et souvent on dit aux patients, vous amenez avec vous vos gouttes auriculaires. Donc on les met, on les chauffe, d'accord? C'est pour tout le monde, on les chauffe dans le creux de la main. Sinon, vous allez causer un vertige, il faut qu'elle soit à la température du corps. Ensuite, on fait des micro-aspirations, et dès qu'on sent que l'oreille est bien aérée, qu'il n'y a plus de liquide à l'intérieur, à ce moment-là, on met les gouttes. Ben, si vous ne pouvez pas, on a un moyen, c'est l'eau oxygénée diluée à 10%, qui marche très bien, parce que ça fait une petite mousse, hein, c'est savonneux, et en fait, cette mousse évacue les sécrétions vers l'extérieur. Vous demandez au patient d'essuyer, et après, il puisse mettre ses gouttes, mais c'est sûr que c'est embêtant. Et il faut réussir à assécher l'oreille. Très souvent, après le premier ou le deuxième traitement, vous arrivez à assécher l'oreille sans problème. Docteur Rice. Je tiens à remercier le professeur Chili pour vraiment cette présentation. Merci beaucoup. Très, très claire. Et ma question concernant le traitement minute pour le titre moyen et aigu, à raison d'une céphalosporine 3e génération, à raison de 50 mg kg en traitement minute, surtout pour les enfants qui présentent des difficultés de la prise par voie orale. Merci beaucoup. D'abord, on s'écarte un peu de l'otite séreuse et de l'aérateur transtympanique, mais je vais vous répondre tout simplement. Ça marche très bien. Ça marche, il n'y a aucun souci. Alors souvent, on le fait une fois. Sinon, on peut le faire sur 5 jours en ambulatoire. Les enfants n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ils ont besoin juste d'avoir leur cathlon. Mais ça marche très très bien. On est très content des résultats. Aucun problème. Donc, merci beaucoup pour ces 2 belles présentations. Merci les orateurs, les modérateurs. Donc, je les appelle pour la remise des trophées. Merci pour la pause. Juste 10 minutes, le temps de prendre un café pour pas cumuler le retard.